Eh bien, bonjour à toutes et tous pour cette nouvelle vidéo sur l'ISO 14001 et la perspective cycle de vie. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail comment définir le champ du système de management de l'environnement. Bien entendu, dans cette vidéo, c'est la vision que le pôle éco-conception a de la compréhension de la norme et de l'inclusion de la perspective cycle de vie. Tout ce qui est présenté aujourd'hui est issu d'un travail commun via ENEC, le réseau européen des éco-design centres. Je me présente donc, Samuel Mayer, directeur du pôle éco-conception, et c'est moi qui vais vous animer aujourd'hui cette petite vidéo. Alors pour rappel, l'introduction de la perspective cycle de vie est quelque chose de majeur dans la nouvelle norme ISO 14001. Il n'y a pas de demande explicite de l'éco-conception. Par contre, on peut présager d'ores et déjà que les implications, la manière de mettre en place le système, que ce soit en termes de contexte, d'analyse de risques et d'opportunités, de leadership ou de performance, vont sans doute introduire pour un certain nombre d'entreprises l'obligation ou l'intérêt, l'opportunité de déployer une vraie démarche d'éco-conception, l'un nourrissant l'autre. Alors, avec le réseau ENEC, on a développé un framework qui définit les grandes étapes de la mise en place de cette démarche. Aujourd'hui, nous allons faire un focus particulier sur l'étape 1, qui est l'étape de définition de la portée du SME. Dans les prochaines vidéos, nous pourrons voir comment mettre en place un leadership approprié, comment mettre en œuvre des projets d'éco-conception ou évaluer la performance de son système. Alors très concrètement, pour mettre en place la portée du SME, l'organisation doit déterminer les limites et l'applicabilité de son système du système de management de l'environnement afin d'établir son champ d'application dans une perspective cycle de vie. Cette étape est fondamentale. Elle donne la crédibilité du SME. Elle est abordée au chapitre 4, donc tout au début de la norme. Elle se nourrit de bien d'autres points à traiter parallèlement et va évoluer selon les connaissances et les objectifs que se donne l'organisme. Pour ce faire, il nous semble qu'il y a 4 points à lever. D'abord, identifier des challenges pour l'entreprise. Quels sont les grands enjeux internes et externes? Le second point, c'est quels sont les principaux impacts environnementaux de mon organisme ou de mon organisation? Quelles sont les parties intéressées par ces impacts sur le cycle de vie? Quelles sont les réglementations environnementales à laquelle l'organisation est soumise? Mais dans la conformité, ça va au-delà, c'est aussi les attentes des parties intéressées. Et puis le dernier point, c'est la maîtrise et l'influence qu'on peut avoir. Alors si on regarde concrètement le business challenge ou le contexte finalement de l'entreprise, on doit décrire le contexte dans lequel l'organisme intervient. Comment la perspective cycle de vie peut avoir un impact dans la détermination de ces enjeux internes et externes dans des conditions environnementales. Prenons un exemple. Je suis dans une entreprise qui fait des jeux et jouets en plastique. Très clairement, avant même de faire une analyse environnementale, on sent, on entend que dans les challenges, les enjeux externes de l'entreprise, nous avons une problématique sur l'approvisionnement en matières premières qui est le plastique et donc indirectement le pétrole. Et que les variations du prix du pétrole, la raréfaction du pétrole en termes d'impact environnemental est un enjeu fort. Donc il faut faire une identification de tous les enjeux, les leviers qu'on peut avoir sur l'éco-conception, la perspective cycle de vie et en quoi elle peut avoir une implication sur la performance de l'entreprise. Le second point, que tout le monde connaît, puisque c'est l'analyse des aspects environnementaux. Donc les aspects et impacts environnementaux sont caractérisés par une perspective cycle de vie. Il faut donc avoir une vision globale, faire un inventaire sur le cycle de vie du produit et des services, de données entrantes et sortantes, et avoir une identification de ce qu'on appelle les hotspots, les points durs environnementaux sur chacune des étapes du cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Tout ça est suivi aussi de l'analyse des parties prenantes. Alors, c'est vrai qu'on présente ça de manière qui se suivent, mais c'est des processus qui se font de manière concomitante, puisque les parties prenantes, il va bien falloir les identifier aussi dans la chaîne de valeur, jusque aux personnes qui vont extraire les matières premières. Et donc, quelles sont les attentes qu'ils peuvent avoir en termes environnementaux par rapport à nous? Et au-delà, même dans le cycle de vie, on a aussi des parties prenantes lors de l'usage du produit ou de la fin de vie du produit. Ici, toutes ces parties intéressées tout au long du cycle de vie ont des attentes, ont des besoins, ont des enjeux par rapport à l'environnement. C'est pour ça que quand on travaille sur la conformité des exigences, on le fait bien entendu comme on avait pu le faire auparavant par rapport aux exigences, on va dire, réglementaires, mais dans une perspective cycle de vie, en travaillant avec les parties intéressées, il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'on peut avoir des exigences d'un donneur d'ordre ou d'un client sur des aspects environnementaux. Et ces exigences-là doivent être prises en compte dans notre système.
Le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'on ne peut travailler dans un SME que sur ce quoi on a la maîtrise. Et de fait, l'organisation doit prendre en considération sa capacité de maîtrise ou d'influence. Les informations et les champs d'application du système de management environnemental pourront alors être pertinents, légitimant les actions à mener. Donc si je conclue un petit peu cette étape, les données nécessaires à l'entrée, c'est un schéma du cycle de vie. Dans ce schéma, où on va retrouver donc ces étapes du cycle de vie, l'identification des parties intéressées au regard des aspects environnementaux qui les touchent, et puis un inventaire du cycle de vie du produit et des services afin de les transcrire en hotspot, en points durs environnementaux. Finalement, le résultat attendu de cette étape, c'est les aspects environnementaux significatifs dans une perspective cycle de vie au regard de l'ensemble des exigences, demandes des parties prenantes et avec le niveau de maîtrise ou d'influence qu'on peut avoir. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter notre guide ENEC, European Network of Eco-Design Centre, qui explique de manière très approfondie la manière opérationnelle de mettre en place l'éco-conception. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire directement sur notre plateforme web ou via un email. Merci, à bientôt.